Je sentais que quelque chose n'allait pas dans ma maison, alors j'ai prétendu que je partais en voyage pour rendre visite à ma sœur. Pendant que j'observais de loin, une voisine âgée m'a touché l'épaule et m'a dit « Attendez jusqu'à minuit. Vous verrez tout ». Quand l'horloge a sonné minuit, j'ai cessé de respirer en voyant ce que j'ai vu. Je m'appelle Addison. J'ai 29 ans et je vis dans une maison tranquille sur Willow Drive. Je suis rentré tard un vendredi, épuisé par un voyage scolaire de 3 jours. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer dans mon propre lit, sentir le confort familier de mon propre espace. Mais au moment où j'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je me suis figé. Ma maison semblait étrange. Elle était silencieuse, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence de souffle retenu. L'air était lourd et chaud. Il y avait un verre sur la table basse que je n'utilisais pas. J'ai senti que quelqu'un avait été là quelques secondes auparavant. Une peur glaciale m'a envahi. J'ai reculé lentement, en fermant la porte. Ma voisine, Madame Petrov, était sur son porche et me regardait. Elle m'a fait signe de venir, son visage crispé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « N'entre pas, Addison » a-t-elle chuchoté, sa voix pressante. Elle a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant. Il est à l'intérieur. Il n'est pas seul. Je devais avoir l'air confuse. « Attends » a-t-elle dit, ses yeux sombres. « Va dans ta voiture. Attends jusqu'à minuit. Tu verras tout. » Mon cœur martelait contre mes côtes. Voir quoi? Attendre. Alors, je l'ai fait. Je suis monté dans ma voiture sombre, garée de l'autre côté de la rue sous un vieux chêne, et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais. Je savais juste que c'était la vérité. Et je savais que cela changerait tout. Mais avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où me regardez-vous? Je m'appelle Addison. Je suis professeur d'anglais au lycée. Je passe mes journées à essayer d'enseigner aux adolescents comment trouver la vérité dans les histoires. Je n'avais jamais réalisé que j'échouais à trouver la vérité dans la mienne. L'homme que j'ai épousé s'appelait Marc. Quand je l'ai rencontré, il était comme de la chaleur en hiver. Je me souviens si clairement de la nuit où nous nous sommes rencontrés. C'était une terrible tempête, le genre qui transforme la pluie en glace dès qu'elle touche le sol. Ma voiture avait dérapé sur une route secondaire et la batterie était morte. J'avais 26 ans, j'étais gelé, et mon téléphone était à 2%. Je commençais à ressentir une véritable panique glaciale. Puis un camion s'est arrêté. Il est sorti. Marc. Il n'était pas seulement beau, il était calme. Il avait une écharpe supplémentaire dans son camion, une épaisse en laine, et il l'a enroulée autour de mon cou avant même de me demander mon nom. « Vous avez l'air gelé » a-t-il dit. Sa voix était profonde et stable. Il m'a ramené à la maison, et il ne semblait pas être un étranger. Il semblait sûr. Il était charmant. Il était attentionné. Il m'apportait du café le matin avant même que je sois complètement réveillé, juste comme je l'aimais. Il écoutait mes histoires sur mes élèves et se souvenait vraiment de leurs noms. Quand il a rencontré mes parents, il les a complètement charmés. Ma mère, qui ne fait jamais confiance à personne, l'adorait. « C'est un bon, Addison » avait-elle dit. « Il te voit vraiment. » Nous avons construit une vie trop rapidement. Cela aurait dû être un signe d'avertissement. Nous avons emménagé ensemble après seulement 4 mois. Nous nous sommes mariés juste avant notre premier anniversaire de rencontre. C'était un tourbillon. Je me sentais emporté. J'étais tellement amoureuse de l'idée de lui, de l'idée de cette vie parfaite et sur qui l'offrait. Quand j'avais de petits doutes, je les refoulais. Je me disais que j'étais juste nerveuse, que j'avais peur d'être aussi heureuse. Les fissures ont commencé à apparaître environ 6 mois après le mariage. Elles étaient petites au début. Si petites que vous les auriez manquées si vous ne cherchiez pas. Cela a commencé avec son téléphone. Le téléphone de Marc était autrefois un bien commun. Il le laissait sur le comptoir de la cuisine, sur la table de chevet, dans la voiture. Soudain, son téléphone était toujours dans sa poche ou sur la table, mais face cachée. Un texto arrivait à 22h et il y jetait un coup d'œil, tapait une réponse rapide et le rangeait. « C'était qui » demandai-je, en essayant de paraître décontracté.
Juste le travail, disait-il. Greg des ventes. Tu ne le connais pas. Puis sont venus les sourires cachés. Il regardait son téléphone, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas un rire. C'était un sourire doux et privé. Le genre de sourire qu'il me faisait avant. Quand j'entrais dans la pièce, le sourire disparaissait. Son visage devenait plat. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demandai-je. Rien. Juste une vidéo stupide. Ses voyages d'affaires ont commencé. Ils n'avaient pas de sens. Une conférence de 2 jours dans une ville à seulement 1 heure de route. Pourquoi ne pas rentrer en voiture? Ils nous veulent tous à l'hôtel, chérie. Pour la cohésion d'équipe. Il revenait en sentant la fatigue, mais aussi quelque chose de différent. Le parfum était la pire partie. Ce n'était pas l'indice évident, comme du rouge à lèvres sur son col. C'était dans sa voiture. Je suis monté dedans pour aller au magasin un après-midi, et le siège passager sentait le gardénia. Une odeur lourde, douce et chère. Je ne porte pas de gardénia. Je porte le même parfum léger de bois de santal depuis l'université. Je suis resté assise dans la voiture pendant 10 minutes, juste à le respirer. Mon cœur était comme une pierre. Ce n'était pas une collègue de travail. Ce n'était pas un exercice de cohésion d'équipe. C'était une femme. Je l'ai confrontée ce soir-là. J'étais douce. J'avais peur. Marc, ta voiture sent le parfum. Un parfum fort. Il a ri. Il a littéralement ri à mon nez. C'était si facile pour lui. Oh, ça, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. J'ai déposé Brenda de la comptabilité à la gare. Sa voiture est tombée en panne. Tu sais comment elle se baigne pratiquement dans ce truc? C'est horrible, non? Il avait une réponse à tout. Une réponse qui me faisait me sentir stupide. Qui me faisait passer pour la femme folle de jalousie. Alors, j'ai arrêté de demander. Je me suis dit qu'il avait raison. J'étais juste stressé par l'école. J'étais juste peu sûr de moi. J'ai choisi de le croire. J'ai choisi de vivre dans la chaleur du mensonge parce que la froide vérité était trop difficile à supporter. Je ne savais pas que le parfum dans la voiture n'était que le début. Ce n'était pas une seule femme. Ce n'était pas une seule erreur. C'était toute une autre vie. La vraie preuve est arrivée un mardi. Je cherchais une botte manquante, en fouillant dans l'espace sombre sous notre lit. Mes doigts ont heurté quelque chose de petit et froid. C'était une boucle d'oreille, une petite créole en argent avec un minuscule faux diamant. C'était bon marché, le genre de bijou qui rend la peau verte. Ce n'était pas la mienne. Je suis allergique au métal bon marché. Je ne porte que de l'or. Je l'ai regardé dans la paume de ma main. Ce n'était pas une collègue dans sa voiture. C'était une femme qui avait été dans notre chambre. Une femme qui avait été dans notre lit. La pièce a commencé à tourner. L'ancienne Addison aurait couru en bas. Elle lui aurait jeté la boucle d'oreille au visage. Elle aurait crié. Elle aurait pleuré. Elle aurait exigé la vérité. Et il lui aurait donné un autre mensonge parfait et bien rodé. Mais je ne l'ai pas fait. Un étrange calme glacial m'a envahi. Tout l'amour, toute la chaleur que je ressentais pour lui se sont simplement évaporés. C'était parti. À sa place, il y avait quelque chose de dur et de froid. J'ai refermé mon poing sur la boucle d'oreille. J'ai réalisé à ce moment-là que le silence était mon arme. Crier lui donnerait une chance de se défendre. Pleurer lui permettrait de me traiter d'émotive. Le silence. Le silence lui laisserait penser qu'il s'en sortait toujours. J'ai mis la boucle d'oreille dans ma boîte à bijoux, dans une petite pochette en velours, et je suis descendu. Il était sur le canapé, regardant un match de basket. Il m'a souri. « Tu as trouvé ta botte ?» a-t-il demandé. « Pas encore, ai-je dit, et je lui ai souri en retour. Je vais faire du thé. » Cette nuit-là, le changement s'est produit. Je n'étais plus sa femme. J'étais une détective. J'en avais fini d'être émotive. J'étais prête à être stratégique. J'ai commencé à l'étudier. J'ai attendu qu'il soit sous la douche.
Son téléphone était sur la table de chevet, face cachée. Je l'ai pris. Il était verrouillé. J'ai essayé notre anniversaire de mariage. Mauvais code. J'ai essayé son anniversaire. Mauvais code. Ma main tremblait. C'était la preuve en soi. Il avait un verrou et je ne connaissais pas le code. J'ai attendu. Je l'ai observé pendant 2 jours. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé pendant qu'il vérifiait ses courriels. J'ai observé les mouvements de son pouce. J'ai mémorisé le schéma. La nuit suivante, j'ai essayé. Ce n'était pas notre anniversaire. C'était l'anniversaire de cette femme. La femme de la comptabilité, Brenda, celle qui se baignait dans le parfum. J'ai trouvé son anniversaire sur une page publique de réseau social. Clic. Le téléphone s'est ouvert. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je me sentais mal. Je suis allé à ses textos et le monde s'est effondré. Ce n'était pas seulement Brenda. Il y avait une Jessica. Il y avait une Chloé et s'il y avait une Maria ne pas répondre. Les messages étaient explicites. Ils étaient détaillés. Ils planifiaient des voyages. Ils se plaignaient de moi. Addison est tellement fatiguée tout le temps. Elle est tellement concentrée sur ses élèves. Elle ne me voit même pas. Il me peignait comme la femme négligente. Il utilisait notre compte joint pour leur acheter des choses. Des dîners auxquels je n'étais jamais invité. Des chambres d'hôtel, des bijoux. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le téléphone sur mes genoux, et je n'ai pas pleuré. Je suis devenue encore plus froide. Ce n'était pas un homme qui avait fait une erreur. C'était un prédateur. C'était un homme qui vivait plusieurs vies financées par notre vie. La trahison n'était pas une seule femme. C'était une troupe en rotation. C'était un escroc et j'étais son investisseur principal. Je suis allé à son ordinateur portable. Il pensait que ses appareils n'étaient pas synchronisés. Il était stupide. Son e-message était grand ouvert sur le bureau. J'ai tout vu. J'ai commencé à examiner nos finances. J'ai ouvert le dossier des documents. J'ai vu des dossiers pour notre hypothèque, nos prêts automobiles, nos comptes de retraite, et puis j'ai vu un dossier que je ne reconnaissais pas. Prêt commercial final. Je l'ai ouvert. C'était une demande de près de 50 000 €. Il avait créé une petite SARL, une entreprise de conseil dont je n'avais jamais entendu parler. Et en bas de la demande, en tant que co-signataire, il y avait mon nom, ma signature. C'était une contrefaçon parfaite. Mais je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il n'avait pas seulement menti. Il avait commis un crime. Il avait utilisé mon nom, mon crédit pour financer ses autres vies. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai remis le téléphone sur la table de chevet, exactement comme je l'avais trouvé. Il est sorti de la douche, enveloppé dans une serviette. « Salut chérie », a-t-il dit en souriant. « Tu es debout tard. » Je l'ai regardé. J'ai vu un parfait inconnu. « Je corrige juste des copies », ai-je dit, ma voix parfaitement égale. La nuit va être longue. Le lendemain matin, j'étais une femme différente. La douleur était toujours là, mais elle était enfouie sous une épaisse couche de glace froide et dure. Je ne pleurais plus un mariage. Je constituais un dossier. Mon premier arrêt n'a pas été un avocat spécialisé en divorce. C'était une nouvelle banque, une petite coopérative de crédit local à des kilomètres de notre maison, un endroit où il ne penserait même jamais à regarder. Je me suis assise avec une banquière, une femme aimable nommée Madame Chen. J'aimerais ouvrir un nouveau compte courant et un compte d'épargne, ai-je dit. À mon nom uniquement. Je veux que tous les relevés soient dématérialisés et envoyés à une nouvelle adresse électronique. Bien sûr, a-t-elle dit avec un regard calme et entendu. J'ai réalisé que je n'étais pas la première femme à s'asseoir à son bureau avec cette demande. J'ai commencé à déplacer de l'argent. J'ai fait réacheminer mon salaire d'enseignante vers le nouveau compte. C'était la première étape, la plus importante. J'ai arrêté d'utiliser notre compte joint pour quoi que ce soit. Quand je faisais les courses, j'utilisais la carte de débit jointe, mais je retirais 200 € en espèces. Je faisais cela à chaque fois. L'argent pour l'essence,
les fournitures scolaires, les courses. Je siphonnais notre argent commun petit à petit et déposais les espèces sur mon nouveau compte secret. Je construisais mon fonds d'évasion, ma cagnotte de secours. Ensuite, j'ai tout documenté. J'en avais fini d'être émotive. J'étais une stratège maintenant. Pendant la journée, pendant que Marc était au travail, je suis devenue une experte en jury-comptabilité. Je suis retourné aux documents de prêt contrefait. J'ai téléchargé le PDF. J'ai téléchargé les relevés bancaires de sa carte de crédit secrète, celle qui payait les chambres d'hôtel et les bijoux. J'ai trouvé les reçus de la bijouterie dans ses courriels. Un collier pour Jessica, un bracelet pour Brenda. J'ai pris mon téléphone. Je suis allé aux messages synchronisés sur son ordinateur portable. Je ne les ai pas seulement lus. J'ai photographié chaque écran. Chaque « je t'aime » qu'il leur disait. Chaque « je m'ennuie tellement » à mon sujet, chaque plan qu'il faisait. J'ai sauvegardé les photos sur un nouveau compte cloud privé, un compte dont il ignorait l'existence. J'ai pris la boucle d'oreille, la créole en argent bon marché, et je l'ai mise dans un petit sac en plastique. Je l'ai étiqueté. Le plus dur était de rentrer à la maison chaque soir et de faire semblant. Je devais vivre avec l'homme qui me détruisait. Je devais sourire. Je devais préparer le dîner. Il rentrait à la maison et m'embrassait. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demandait-il. Je sentais ma peau se hérisser, mais je forçais un sourire. C'était bien. Les enfants étaient un peu agités. « Tu as l'air silencieuse » a-t-il dit un soir, en me regardant par-dessus sa fourchette. Mon cœur s'est arrêté. Juste fatigué, ai-je dit, ma voix douce. Nous avons les examens d'État qui approchent. C'est beaucoup de pression. Il a hoché la tête, satisfait. Il l'a cru. Il croyait que j'étais la femme ennuyeuse, prévisible et fatiguée. Il n'avait aucune idée que j'étais assise en face de lui avec suffisamment de preuves pour détruire toute sa vie. Après 2 semaines, j'avais un dossier d'1 pouce d'épaisseur. J'avais les relevés bancaires. J'avais les journaux de texto. J'avais le document de prêt contrefait. J'ai pris un rendez-vous, non pas avec un conseiller matrimonial, mais avec une avocate. J'ai trouvé l'avocate la plus coriace, la plus intelligente et la plus impitoyable de la ville. Elle s'appelait Maria Evans. Je me suis assise dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel, la ville s'étalant sous nous. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai posé le dossier sur son bureau. Mon mari me trompe, ai-je dit. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. C'est aussi un voleur. Il a contrefait ma signature sur un prêt commercial de 50 000 €. Elle a ouvert le dossier. Elle a regardé la signature contrefaite. Elle a regardé les relevés bancaires. Elle a regardé les photos des messages textes. Un lent sourire sinistre s'est étalé sur son visage. Addison, a-t-elle dit. Nous n'allons pas demander le divorce. Nous allons déposer une plainte à la police. C'est de la fraude. C'est du vol d'identité. C'est de la contrefaçon. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Vous ne faites rien, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Vous rentrez chez vous. Vous continuez à jouer le rôle de la femme fatiguée et sans méfiance. Ne le confrontez pas. Ne le laissez pas savoir. Laissez-le se sentir à l'aise. Laissez-le devenir négligent. Nous ne voulons pas seulement gagner. Nous voulons en finir. J'ai ressenti une montée de puissance. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas une victime. J'étais une planificatrice. Il pense que je suis ennuyeuse, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu. Les femmes ennuyeuses sont les plus dangereuses. Ce sont celles qui font attention. Le plan était parfait. Mon avocate, Maria, était claire. Marc devait se sentir complètement en sécurité. Il devait croire qu'il était la personne la plus intelligente de la pièce. Les coupables se révèlent quand ils pensent que personne ne regarde. Nous avions besoin qu'il devienne négligent. Nous avions besoin qu'il amène sa vie secrète directement dans notre maison. Je devais disparaître. J'ai passé une semaine à mettre le piège en place. J'ai commencé à parler de ma sœur Sarah. Elle vit en Oregon. Je m'inquiète pour Sarah,
ai-je dit à Marc un soir, en me frottant les tempes. Elle et son mari se disputent encore. Elle avait l'air si mal au téléphone. Marc a juste grogné. Il faisait défiler son téléphone, probablement en train d'envoyer un texto à l'une d'entre elles. C'est dur, a-t-il dit, sans s'en soucier. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je parlais à une ligne morte. Je suis sorti 20 minutes plus tard, les yeux rouges. J'avais frotté un morceau de non sous eux. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé, levant enfin les yeux. C'était Sarah, ai-je dit, ma voix se brisant. C'est grave, Marc. C'est vraiment grave. Elle est anéantie. Je pense que je dois aller la voir. Je pense qu'elle a besoin de moi. J'ai observé son visage. Il a essayé d'avoir l'air concerné. Il a posé son téléphone. Il est venu et m'a serré dans ses bras. Oh, ma chérie, bien sûr, tu devrais y aller. Absolument. Mais je l'ai vu. J'ai vu le minuscule éclair d'excitation dans ses yeux. Il ne pensait pas à ma sœur. Il pensait à sa liberté. Tu es sûr? Ai-je demandé, jouant le rôle. Ce serait pour toute une semaine. Je me sentirais si mal de te laisser. Ne sois pas ridicule, a-t-il dit, son étreinte se resserrant. La famille passe avant tout. Va être avec ta sœur. Je peux tout gérer ici. J'irai bien. Je te le promets. Prends juste soin de Sarah. Il était si compréhensif. Il était si soulagé. Il pensait qu'il venait de recevoir un laissez-passer de 7 jours. Le plan était fixé pour le vendredi suivant. C'était le jour où je venais de rentrer de mon véritable voyage scolaire, le voyage que j'avais utilisé comme couverture pour mon départ. Je lui avais dit que je partais pour l'Oregon depuis mon voyage scolaire, que c'était plus facile de prendre l'avion de là-bas. Il a tout gobé. Je suis parti pour l'aéroport. J'ai fait une vraie valise. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir à la porte. Tu vas me manquer, a-t-il dit en me tenant. Je pouvais sentir l'eau de Cologne qu'il portait toujours quand il essayait d'impressionner quelqu'un. Il se préparait déjà. Tu vas me manquer aussi, ai-je chuchoté. Il m'a regardé sortir de l'allée. J'ai conduit jusqu'au coin de la rue, tourné à gauche, puis j'ai fait le tour du pâté de maisons. Je me suis garé 3 maisons plus loin, de l'autre côté de la rue. Ma voiture était sombre et j'étais garé sous un grand chêne. J'étais invisible. C'est cette partie du plan qui m'a ramené à ma voisine, Madame Petrov. C'était une femme âgée et sévère de Roumanie. Elle avait tout vu dans notre quartier. Elle avait vu Marc. Elle m'avait donné cet avertissement discret, attendez jusqu'à minuit. Elle savait. Elle avait été mon témoin silencieux depuis le début. Je ne suis pas allé chez elle. Je suis resté dans ma voiture. C'était mon combat. Je me suis assis sur le siège du conducteur. Les heures passaient. 20 heures. 21 heures. La rue était calme. Le doute a commencé à s'insinuer. Et si je me trompais? Et s'il regardait juste la télévision? Non, je savais ce que j'avais vu. J'avais la boucle d'oreille. J'avais les messages textes. 22 heures. Les lumières de notre maison étaient allumées. Il attendait. 23 heures. J'ai bu du café froid d'un thermos. Mes muscles me faisaient mal. J'étais si fatigué, mais je n'allais pas craquer. 23h45. Une voiture s'est arrêtée, une belle, une décapotable rouge. Une femme est sortie. C'était Jessica. Je l'ai reconnue sur les photos. Elle riait, portant un petit sac de voyage. Elle s'est dirigée droit vers ma porte d'entrée et s'est laissée entrer. Elle avait une clé. Mon souffle s'est coupé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé. 23h55. Un Uber s'est arrêté. 2 autres femmes sont sorties. Brenda et Chloé elles portaient du vin. Elles se sont dirigées vers ma porte d'entrée, mon paillasson, et ont été conduites à l'intérieur de ma maison. Ils les avaient amenées dans ma maison. Et puis à minuit pile, Marc est sorti par la porte d'entrée. Il ne portait pas ses vêtements de travail.
Il portait une chemise en soie que je n'avais jamais vue. Il avait l'air détendu, heureux. Il a regardé le long de la rue, puis les femmes. Il a ouvert la porte plus grand, et toutes les trois sont entrées en riant. Il avait transformé ma maison en sa fête personnelle. Je suis restée assise dans le noir, mon cœur comme un tambour. J'ai tout vu. La lumière de Madame Petrov était allumée. Elle regardait depuis sa fenêtre, une alliée silencieuse. J'ai pris mon téléphone. Je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé mon avocate. Je suis dehors, ai-je dit. Ils sont tous là. Ils sont dans la maison. Bien. La voix de Maria était tranchante. Restez où vous êtes. Attendez l'aube. Puis vous passerez l'autre appel. Je suis restée assise dans la voiture froide et sombre. J'ai regardé ma maison et j'ai attendu que le soleil se lève. Je suis restée assise dans l'obscurité de ma voiture et je les ai regardés. La porte d'entrée de ma maison, celle que j'avais peinte d'un bleu doux l'été dernier, s'est fermée. La serrure a cliqué. J'étais trop loin pour l'entendre, mais je l'ai senti. J'étais exclu de ma propre vie. Mon téléphone était dans ma main, l'écran noir. J'avais déjà appelé mon avocate. Ils sont là, avais-je dit. Bien, avait répondu Maria. Attendez l'aube, puis vous passerez l'autre appel. L'aube. Il était minuit 3. L'aube était dans 6 heures. Je me suis assise et j'ai regardé. À minuit 15, la musique a commencé. Je pouvais entendre le faible rythme. C'était une musique rapide et joyeuse. Une musique que nous n'écoutions jamais. C'était sa musique secrète. Une lumière s'est allumée dans la cuisine. J'ai vu leur silhouette bouger. J'ai vu la silhouette de Marc. Il était à l'aise. Il était décontracté. Il était appuyé contre mon comptoir, celui que j'avais choisi. Il riait. Sa tête était rejetée en arrière. Je ne l'avais pas vu rire comme ça depuis des années. Je me sentais mal. J'ai senti un acide chaud et amer monter dans ma gorge. Ce n'était pas seulement de la tromperie. C'était une invasion. Ils étaient dans ma maison. Utilisaient-ils mes tasses? Celles que ma mère m'avait données. Étaient-ils assis sur mon canapé? Celui pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'une rage froide et profonde qui s'est installée dans mes os. J'avais si froid. Le café dans mon thermos était fini. Mes muscles commençaient à avoir des crampes à force de rester dans la même position. J'ai pensé à partir, à simplement m'éloigner en voiture, à conduire jusqu'en Oregon chez ma sœur et à ne jamais revenir, à tout lui laisser. La maison, la dette, la fausse vie. Mais ensuite j'ai pensé à la signature contrefaite. Je n'allais pas fuir. À 1h30, la lumière de la cuisine s'est éteinte. La lumière du salon s'est éteinte. La lumière de notre chambre s'est allumée. Ma chambre. Notre chambre. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas regarder ça. J'ai appuyé ma tête contre le volant. Je n'ai pas pleuré. C'était étrange. La douleur était si profonde qu'elle était au-delà des larmes. C'était juste une chose lourde et solide dans ma poitrine. J'ai pensé à la nuit où nous nous sommes rencontrés. L'écharpe qu'il a enroulée autour de mon cou. Le sentiment d'être en sécurité. Tout était un mensonge. C'était un scénario. Il était un acteur. Il avait si bien joué le rôle du bon mari, et j'étais son public. Je dois m'être assoupi. Je me suis réveillé au son d'un léger tapotement sur ma vitre. J'ai sursauté, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. C'était Madame Petrov. Elle était enveloppée dans une épaisse robe de chambre. J'ai baissé la vitre. L'air froid de la nuit a frappé mon visage. Je t'ai vu, a-t-elle chuchoté. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air en colère. Je le surveille depuis des mois. Ces femmes, elles ne sont pas nouvelles. Elle a tendu un thermos. C'est du thé chaud, très fort. Elle avait aussi une épaisse couverture en laine. Merci, ai-je chuchoté. Ma voix était rauque. Elle n'est pas partie. Elle est juste restée près de la portière de ma voiture, une ombre silencieuse.
Elle était un témoin. Elle montait la garde avec moi. Nous n'avons pas parlé. Nous avons juste regardé la maison. Deux femmes debout dans le noir, regardant une maison pleine de mensonges. La lumière de la chambre s'est finalement éteinte vers 3 heures. La maison était sombre, mais elle n'était pas silencieuse. Elle semblait malade. Elle semblait corrompue. Tu devrais reposer tes yeux, a dit Madame Petrov. Je frapperai si quelque chose se passe. Je ne peux pas, ai-je dit. Je dois voir le matin. Elle a hoché la tête. Elle a compris. Elle est restée encore 1 heure, puis, alors que le ciel noir commençait à prendre une teinte violette meurtrie, elle m'a touché l'épaule. Il est presque l'heure, a-t-elle dit. Elle est retournée chez elle. J'ai regardé le soleil commencer à se lever. La lumière grise a touché le bord des arbres. C'était la nuit la plus longue, la plus froide et la plus claire de ma vie. Je n'étais plus une épouse. Je n'étais pas une victime. J'étais un témoin. Et j'étais prête. J'ai pris mon téléphone. Le ciel était assez clair pour voir les chiffres distinctement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai passé l'appel. 911, quelle est votre urgence? La voix de l'opératrice était lasse, fatiguée. J'ai gardé ma propre voix calme. Je l'ai gardée parfaitement stable. Je ne suis pas en danger pour le moment. Je dois signaler un crime. Mon nom est Addison. Je suis au 114 Willow Drive. Je suis à l'extérieur de ma maison. Mon mari est à l'intérieur. Il a commis un vol d'identité et une fraude bancaire. Il a contrefait ma signature sur un prêt de 50 000 €. J'ai les documents. Le ton de l'opératrice a changé. Madame, êtes-vous en sécurité? Je suis en sécurité. Je suis dans ma voiture de l'autre côté de la rue. Mon mari est dans la maison. Il n'est pas seul. Il a 3 autres femmes avec lui. Il ne sait pas que je suis là. Il y a eu une pause. Nous envoyons des agents. J'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai attendu. Cela a pris 7 minutes. 2 voitures de police ont tourné dans notre rue. Elles n'ont pas utilisé leur sirène. Elles sont juste apparues. Leurs lumières rouges et bleues clignotaient dans le matin gris, colorant les maisons. Je les ai regardées se garer. 2 agents sont sortis. Ils ont remonté mon allée. Je suis sorti de ma voiture. J'ai traversé la rue. Mes jambes étaient raides, mais je n'ai pas trébuché. J'ai marché sur ma propre pelouse. La police frappait à ma porte. Un coup fort et sec. Police. Ouvrez la porte. Je me tenais derrière eux sur l'herbe. J'ai entendu des voix étouffées à l'intérieur. J'ai entendu de la confusion. La porte s'est ouverte. C'était Marc. Il portait une robe de chambre en soie, une que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était bouffi de sommeil. Il avait l'air confus, agacé. « Je peux vous aider, messieurs les agents ?» a-t-il dit. « Monsieur, êtes-vous Marc ?»« Oui, de quoi s'agit-il » Et puis il m'a vu. Son visage. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la honte. C'était du choc. Un choc pur et sans filtre, comme s'il voyait un fantôme. « Addison » a-t-il dit. Sa voix était un couinement. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en Oregon. » Je ne suis pas en Oregon, Marc, ai-je dit. Les femmes étaient derrière lui. Je pouvais les voir dans le couloir. Brenda, Jessica, Chloé. Elles portaient ces t-shirts. Mes t-shirts? Elles avaient l'air effrayées. Monsieur, a dit l'agent, nous sommes ici pour une plainte de fraude bancaire. Marc a ri, un rire nerveux et fou. Fraude? Quoi? C'est ridicule. Agent, c'est un malentendu. Ma femme est juste. Elle est émotive. Il a essayé de s'avancer vers moi. Addison, chérie, parlons. Dis-leur de partir. L'agent a posé une main sur sa poitrine. Je ne suis pas émotive, Marc, ai-je dit. Ma voix était claire.
Elle n'a même pas tremblé. Je sais pour le prêt de 50 000 €. Celui pour ta fausse entreprise. Celui sur lequel tu as signé mon nom. Le sang a quitté son visage. Il a enfin compris. Il ne s'agissait pas de la tromperie. Addison. Non, tu ne comprends pas. Marc, a dit l'agent, sa voix dure. Nous avons une copie du document contrefait et une plainte signée de votre femme. Vous êtes en état d'arrestation pour contrefaçon et vol d'identité. Quoi? Non. A-t-il crié. Il a finalement crié. Vous ne pouvez pas faire ça. L'agent a tiré les mains de Marc derrière son dos. Le cliquetis des menottes a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Les femmes dans le couloir se sont simplement dispersées. Elles ont couru. Elles ont attrapé leurs sacs de voyage sur le sol du salon. Elles n'ont même pas mis leurs propres vêtements. Elles sont sorties en courant par la porte d'entrée, passant devant moi, devant la police. Elles ont couru vers leur voiture et ont disparu. Elles n'ont pas regardé en arrière. Marc se tenait sur son propre Porsche, en robe de chambre en soie, menotté. Il m'a regardé. Ses yeux étaient fous. C'est toi qui as fait ça? M'a-t-il crié. Toi. Tu as appelé la police sur moi, après tout ce que je t'ai donné. Je l'ai regardé. L'homme que j'avais aimé. L'homme qui avait enroulé une écharpe autour de mon cou et m'avait promis une vie sûre. C'était un étranger, un voleur ordinaire. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, Marc, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te couvrir. Les agents l'ont tiré vers la voiture. Il criait toujours. C'est une menteuse. Elle est folle. Les voisins sortaient de leur maison. Madame Petrov était sur son Porsche, en robe de chambre, tenant une tasse de thé. Elle regardait. Ils l'ont mis à l'arrière de la voiture. Il m'a fixé à travers la vitre pendant qu'il s'éloignait. Son visage était un masque de haine. Je suis resté sur ma pelouse. Le soleil était complètement levé. C'était un matin magnifique et clair. Je ne m'étais jamais senti aussi fatigué. Et je ne m'étais jamais senti aussi libre. Au moment où la voiture de police a tourné au coin, le silence qui est tombé sur la rue était total. Il n'y avait que moi et Madame Petrov, nous regardant l'une l'autre de part et d'autre de nos pelouses. Elle m'a fait un seul élan hochement de tête. Cela voulait tout dire. Cela voulait dire tu l'as fait. Je ne suis pas retourné dans la maison. Pas encore. Je me suis assise sur mes marches d'entrée et j'ai appelé mon avocate. C'est fait, ai-je dit. Ils l'ont arrêté. Bien, la voix de Maria était purement professionnelle. Je dépose l'ordonnance de restriction dès maintenant. Cela signifie qu'il ne peut pas s'approcher de vous ou de la maison. Je dépose également une demande de gel de tous les avoirs communs, en invoquant la fraude criminelle. Il ne pourra pas toucher un centime de votre argent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, a-t-elle dit. Nous laissons le système qu'il a essayé de tromper faire son travail. Entrez. Verrouillez vos portes. Je m'occupe du reste. Sa chute a été rapide. Elle a été brutale. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui perdais. J'étais juste celle qui regardait. D'abord, son travail. Il a essayé d'appeler son patron depuis la prison pour demander de l'argent pour la caution. Son patron, celui des voyages de cohésion d'équipe, m'a appelé. Addison, Je suis tellement désolé, a-t-il dit. Marquet. Nous avons dû mettre fin à son emploi. Nous ne pouvons pas être associés à la fraude. Il s'est avéré que ses voyages d'affaires avec Brenda de la comptabilité n'étaient que des voyages. Il falsifiait ses notes de frais depuis des mois. Son entreprise lançait sa propre enquête. Ensuite, ses petites amies. Elles ont disparu. Elles ne sont pas seulement parties. Elles se sont évaporées. Elles ont bloqué son numéro. Elles ont supprimé leurs réseaux sociaux. C'était des rats quittant un navire qui ne coulait pas seulement. Il était en feu. L'une d'elles, Jessica, m'a même appelé. Je voulais juste dire que je ne savais pas, a-t-elle pleuré au téléphone. Il m'a dit que vous étiez séparés. Il m'a dit que vous étiez froide avec lui. Il a dit que vous étiez en Oregon. Je l'ai écouté.
J'ai entendu la panique dans sa voix. Elle n'était pas désolée pour moi. Elle avait peur pour elle-même. Peur d'être associée à lui. Je l'ai interrompu. Il vous a menti comme il m'a menti. Il vous a utilisé. Il m'a utilisé. Mais vous aviez le choix. Vous saviez qu'il était marié. Vous êtes entré dans ma maison. N'appelez plus jamais ce numéro. J'ai raccroché. Puis sa famille. Ses parents m'ont appelé en hurlant. Comment as-tu pu faire ça? A crié sa mère. Tu envoies ton propre mari en prison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas? Ai-je dit, ma voix froide comme la glace. C'est que votre fils est un criminel. Il a contrefait mon nom sur un prêt de 50 000 euros. Il m'a volé. Il m'aurait laissé sans rien. J'ai les preuves. J'ai les relevés bancaires. J'ai les textos. Ne m'appelez plus pour le défendre. Appelez un avocat. J'ai raccroché sur elle aussi. Pendant des années, j'avais été celle qui se faisait petite. J'étais celle qui s'excusait. J'étais celle qui essayait de maintenir la paix. Cette femme avait disparu. Marc est resté en prison pendant 4 jours. Il ne pouvait pas payer sa caution. Ses comptes étaient gelés. Sa famille n'avait pas l'argent liquide. Il était complètement, totalement seul. Son avocat a finalement appelé Maria. Il voulait un accord. Maria et moi étions assises dans son bureau. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, a-t-elle dit en tapotant un stylo. Fraude, contrefaçon, vol d'identité, et ça, c'est juste de notre part. Son travail l'examine pour détournement de fonds. Il est acculé. Que veut-il? Ai-je demandé. Il plaidera coupable pour l'accusation de contrefaçon. Il vous cédera la maison, libre de toute charge. Il assumera l'entière responsabilité du prêt de 50 000 euros. Il vous accordera un divorce complet et sans contestation. En échange, vous ne poursuivez pas les autres accusations civiles. Il veut que je me retire, ai-je dit. Il supplie, a-t-elle dit. Il sait à quoi ressemblent les autres preuves. Il ne veut pas que ses textos soient lus au tribunal. Il ne veut pas que son entreprise voie à quel point c'était profond. Il veut faire disparaître ce problème. J'ai regardé par la fenêtre de son bureau la ville. J'ai pensé à l'homme en robe de chambre en soie, son visage tordu de haine. Dites-lui oui, ai-je dit. Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas me battre. Je veux juste qu'il parte. Je veux ma maison. Je veux récupérer mon nom. Vous ne perdez pas, a dit Maria doucement. Vous gagnez. Vous reprenez votre vie et il va en prison. Ce n'est pas une perte. Pour une fois, je le regardais perdre. Je le regardais perdre son travail, sa réputation, ses petites amies, sa liberté, sa maison. Et je ne ressentais rien. Pas de joie, pas de tristesse, juste du calme. La balance était enfin équilibrée. Je ne suis pas retourné dans ma maison pendant 2 jours. Je suis resté à l'hôtel. Je ne pouvais pas affronter l'odeur, le sentiment de leur présence. Mais après avoir signé les papiers, après que ce fut définitif, la maison était légalement la mienne. Son nom n'était plus sur l'acte de propriété. Son ordonnance de restriction était permanente. Il attendait sa sentence. Il était temps de rentrer à la maison. Je me tenais devant la porte d'entrée. La peinture bleue avait la même apparence. Le paillasson était toujours là. J'ai mis ma clé dans la serrure. Je suis entré. C'était un désastre. La police était passée, mais la fête était toujours là. Des verres à vin tachés de rouge étaient sur la table basse. Des assiettes de vieille nourriture étaient dans la cuisine. Toute la maison avait une odeur aigre-rance. L'odeur de parfum de gardénia et de vin bon marché. Je suis allé dans la chambre. Le lit était défait. Sa robe de chambre en soie était tanta sur le sol. J'ai ressenti à nouveau ce sentiment froid et nauséeux. C'était la scène du crime. C'était l'endroit où mon mariage avait pris fin. Je me suis retourné et je suis allé au garage. Je suis revenu avec 3 grands sacs poubelles noirs. J'ai commencé par la chambre. Je n'ai pas lavé les draps. Je les ai arrachés du lit, les couvertures, les oreillers, tout,
et je les ai fourrés dans un sac. Je suis allé dans la salle de bain. J'ai jeté tous ses articles de toilette, son rasoir, sa brosse à dents, l'eau de Cologne qu'il portait. Je suis allé au placard. J'ai pris tous ses vêtements, ses costumes, ses chaussures, ses t-shirts que ces femmes avaient portés. J'ai tout mis dans des sacs. Je suis allé à la cuisine. Les verres à vin, les assiettes, je ne les ai pas lavés. Je les ai mis dans un sac. Je ne voulais rien toucher de ce qu'ils avaient touché. Je ne faisais pas que nettoyer. Je pratiquais un exorcisme. Je l'effaçais. J'ai pris la boucle d'oreille en argent bon marché que j'avais trouvée, toujours dans son petit sac en plastique. Je l'ai jetée à la poubelle. J'ai pris la robe de chambre en soie. Je l'ai jetée à la poubelle. J'ai passé toute la journée. J'ai traîné sac après sac jusqu'au trottoir. J'ai ouvert chaque fenêtre de la maison. J'ai laissé l'air froid de novembre souffler à travers, chassant l'odeur, chassant les fantômes. Quand tout fut parti, je suis resté debout dans le salon vide. C'était silencieux. Ce n'était plus qu'une maison. Elle ne semblait plus être la sienne, mais elle ne semblait pas non plus être la mienne. Elle semblait vide. Le lendemain, j'ai acheté de la peinture, une couleur crème chaude. J'ai peint la chambre. J'ai repeint les murs qui avaient vu ces mensonges. J'ai acheté de nouveaux draps, blancs, nets, propres. J'ai acheté de nouveaux oreillers. J'ai acheté de nouvelles tasses. Lentement, jour après jour, j'ai reconstruit ma maison. J'ai déplacé le canapé. J'ai acheté un nouveau tapis. J'ai remis mes livres sur les étagères. Un après-midi, j'étais assise sur mon canapé à lire. La maison était silencieuse, mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le silence lourd et vigilant d'avant. C'était la paix. La maison semblait loyale. Elle semblait être à nouveau la mienne. Elle semblait respirer avec moi. On a frappé à la porte. C'était Madame Petrov. Elle tenait un petit pot avec une nouvelle plante, une chose verte et feuillue. Pour la nouvelle maison, a-t-elle dit. Merci, Madame Petrov, ai-je dit en la prenant. Merci pour cette nuit-là. Elle m'a regardé, ses yeux clairs. Nous sommes des femmes. Nous devons être des témoins les unes pour les autres. C'était un homme mauvais. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans ma maison propre et silencieuse. Vous l'avez rendue bonne à nouveau. Elle n'est pas restée longtemps. Elle m'a juste donné la plante et est partie. J'ai mis la plante sur le rebord de la fenêtre. Le soleil brillait dessus. J'avais repris ma vie. J'avais repris ma maison et je l'avais fait seul. La justice ne consistait pas seulement à le voir aller en prison. Elle consistait à m'asseoir dans mon propre salon, au soleil, et à me sentir en sécurité. Cela fait 6 mois. Marc a accepté l'accord de plaidoyer. Il a été condamné à 2 ans de prison pour la contrefaçon. Avec ses accusations de détournement de fonds, il y restera plus longtemps. Je ne vérifie pas. Je ne demande pas. Son nom ne fait plus partie de ma vie. Ma vie. Elle est calme maintenant. J'enseigne. Je corrige des copies. Je prends un café avec Madame Petrov. Je dors toute la nuit. Je ne me réveille pas à 2 heures du matin pour vérifier son téléphone. Je ne sens pas ses vêtements à la recherche d'un parfum qui n'est pas le mien. Je suis libre. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vengeance consistait à le faire souffrir. Je pensais que c'était le moment où la police l'a mis dans la voiture. Je pensais que c'était le fait qu'il perde son travail, son argent, sa liberté. Mais ce n'était pas de la vengeance. C'était juste des conséquences. J'ai appris que la vraie vengeance n'est pas le moment où les coupables tombent. C'est le moment où les innocents se relèvent. Se relever n'a pas été un seul grand moment. C'était un millier de petits. C'était le jour où j'ai changé les serrures de ma porte d'entrée. C'était la première fois que je peignais un mur d'une couleur que j'aimais. C'était la nuit où j'ai trouvé l'écharpe en laine qu'il m'avait donnée. Celle de la nuit où nous nous sommes rencontrés. Je l'ai tenue. Ce n'était qu'un morceau de laine. Elle n'avait aucun pouvoir. Ce n'était pas la sécurité. C'était un costume. Je l'ai mise dans le bac de don. C'était la première fois que j'ai ri,
Un vrai rire profond avec mes amis. Et je ne me suis pas senti coupable. J'ai beaucoup perdu. J'ai perdu l'homme que je pensais avoir épousé. J'ai perdu la vie que je pensais construire. J'ai perdu mon sentiment de sécurité. Mais je me suis retrouvé. La femme qui était là avant lui. La femme qui est plus forte qu'il ne l'a jamais été. La femme qui peut s'asseoir dans une voiture sombre toute la nuit et attendre que le soleil se lève. L'autre jour, je nettoyais un tiroir. J'ai trouvé une photo de notre mariage. Il souriait, me regardant. Je souriais, regardant l'appareil photo. J'avais l'air heureuse, mais j'avais aussi l'air petite. J'ai regardé la photo pendant longtemps. Je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. J'ai juste murmuré pour moi-même, j'ai tout vu, et je n'ai rien perdu qui comptait. J'ai déchiré la photo en deux et je l'ai jetée. Mon histoire est terminée. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a d'autres femmes assises dans leur voiture dans le noir. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont trouvé une boucle d'oreille qui n'était pas la leur. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui se sentent petites dans leur propre maison. Si vous avez déjà été trahi et que vous vous êtes choisi à la place, si vous avez déjà dû être votre propre détective, votre propre avocate et votre propre témoin, dites-le moi. Dites-moi d'où vous me regardez. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et abonnez-vous, parce que j'en ai fini de me taire. Et j'ai le sentiment que nous avons beaucoup plus d'histoires à raconter.